Les indépendants, les professions libérales et les chefs d'entreprise disposant du statut non salarié considèrent la prévoyance comme une dépense et non un investissement. C'est vrai, certains font même clairement l'impasse pour différentes raisons, d'autres cotisent sans trop savoir pourquoi, et d'autres s'y sont intéressés mais n'ont pas forcément compris les conditions générales de vente de leur contrat. Le sujet est complexe et pourtant indispensable car en cas de maladie, d'accident ou encore d'invalidité, j'espère bien obtenir des indemnités pour couvrir mes charges, comme par exemple les mensualités de mon crédit, les loyers, l'alimentaire, les études de mes enfants, etc. Et les conséquences peuvent être sacrément lourdes, tant financiers qu'en termes de sérénité dans ma famille, comme par exemple une possibilité de dégradation des relations avec mon conjoint, etc. Une bonne partie d'entre nous pensons que notre régime obligatoire ou notre caisse d'affiliation nous couvrira. Mais combien savent réellement quel sera le montant, la durée d'indemnisation, les conditions pour en bénéficier, etc. Il est connu, du moins ceux avisés ou ayant été confrontés au problème, que les montants sont souvent insuffisants, voire négligeables, dans certains régimes. C'est la raison pour laquelle il est offert à tous la capacité de s'assurer et d'anticiper les aléas de l'avenir. Personnellement, je ne suis pas immortel ou Superman, et chaque jour, il peut m'arriver quelque chose. Pour l'instant, je touche du bois, mais je peux demain rejoindre les 12 millions de personnes touchées par un handicap, ou faire partie des 19 millions de nouveaux cas de cancer, chiffre de 2020, ou être, dans le pire des cas, être l'une des 76 000 personnes de moins de 60 ans qui décèdent chaque année. Alors je fais souvent le parallèle avec ma voiture. Je suis bien obligé de l'assurer, du moins au minimum. Je fais clairement l'impasse sur les 750 000 conducteurs en France, ayant trouvé l'astuce pour contourner cette obligation, mais ça c'est vraiment une autre histoire. Je cotise probablement alors pour la gloire, mais le jour où j'ai un carton, j'espère bien que mon assureur me couvrira pour les risques que j'ai décidé d'assurer. L'un des malheurs de notre système est justement d'obliger les propriétaires de voitures à l'assurer, mais en matière de protection sociale du travailleur non salarié, c'est facultatif. L'une des questions que l'on pourrait être amené à se poser est donc la suivante. Est-ce que ma voiture a plus de valeur que ma propre vie? Là, comme ça, à froid, ma réponse est clairement non. Chacun aura la sienne. Alors certains me répondront « Hé Sylvain, je suis couvert !» Et je vous répondrai le plus simplement possible « C'est super, mais tu es couvert sur quoi ?» Et là, souvent, c'est le grand blanc. Il y a un adage connu, les écrits restent, les paroles s'envolent. Et oui, parce que ce sont bien les petites lignes de mon contrat qui s'appliqueront le jour où j'en aurai besoin. Et autant vous dire que votre assureur va scrupuleusement respecter ces petites lignes pour limiter, voire éviter de payer ce pour quoi j'ai volontairement cotisé. Entre un monde idéal et la réalité, il y a des règles fondamentales à connaître avant de prolonger son contrat ou simplement avant de le mettre en place. Je vais donc vous expliquer en quelques minutes comment limiter le risque de ne pas être indemnisé. Après tout, je cherche la sérénité, ma propre protection, mon avenir et celle de ma famille, d'autant que je paie pour ça. Mais avant ça, petit générique. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et vous inscrire gratuitement sur le blog lecercledésavisés.fr pour accéder à l'ensemble des astuces et des conseils concernant votre argent. Bonjour et bienvenue sur un sujet parfois obscur et complexe. Commençons par un rappel, car tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension ni la même expérience. Une définition simple de l'utilité d'un contrat de prévoyance, c'est de couvrir les conséquences financières d'un arrêt de travail, d'une invalidité ou un décès. Il s'agit donc de m'indemniser en qualité de travailleur non salarié sur ces trois grands sujets majeurs consécutifs à un accident ou une maladie et surtout compenser les prestations de nos régimes obligatoires ou de nos caisses d'affiliation selon les mots qu'on peut donner, souvent insuffisantes au regard des montants que je pourrais gagner grâce à mon activité habituelle professionnelle. Un bon contrat de prévoyance doit avoir dans ses conditions générales plusieurs points essentiels, du moins pour moi. Je vais donc vous lister 3 points dans cette vidéo, qui sont applicables à tous. Vous aurez d'autres points essentiels sur le blog, car je ne peux pas les lister en quelques minutes. Ces 3 points sont incontournables, car selon le contrat que je choisis, l'assureur sera pleinement en droit de refuser de m'indemniser, simplement parce qu'il appliquera les petites lignes des conditions générales de mon contrat. Il semble donc capital
pour ne pas dire vital, de connaître à minima ces points, sous peine d'être déçu au moment de demander ce pourquoi j'ai cotisé. Allez, premier point. Le mode d'indemnisation. Ici, c'est le type de contrat qui va conditionner le montant de mes indemnités en cas d'arrêt de travail. Il existe aujourd'hui deux grandes familles de contrats de prévoyance. Vous avez les contrats dits indemnitaires et vous avez les contrats dits forfaitaires. Alors, quelles sont les différences et en quoi cela peut significativement impacter le montant des indemnités que je suis en droit d'attendre le jour où j'ai besoin? La grande majorité des contrats vendus sont sur le principe indemnitaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que mon assureur me versera mes indemnités journalières à hauteur du revenu réellement perçu. J'ai bien précisé réellement, et j'insiste sur ce mot, car en cas de demande d'indemnité auprès de mon assureur, je vais devoir prouver et surtout justifier, souvent avec mes bilans, sur 3 ans, ou mes avis d'imposition, que je percevais bien les revenus que j'ai déclarés sur mon contrat au moment de la souscription. Et souvent l'assureur fait la moyenne des 3 dernières années. Conséquence, si j'ai eu une année avec moins de revenus, mes indemnités seront naturellement calculées à la baisse. Mais ce n'est pas tout. Attendez, vous allez voir, ou du moins entendre. Je précise que le montant que je paie chaque mois, depuis des mois, voire des années, ne sera jamais remboursé. Si dans le sens inverse, mes revenus sont plus élevés, j'aurai simplement les montants stipulés sur mon contrat. Autre conséquence que je trouve discutable, mon assureur m'indemnisera en fonction de ce que va me verser mon régime obligatoire ou ma caisse d'affiliation. Donc il se peut que je paie plus que nécessaire, chacun se fera son avis. Ce contrat peut néanmoins être adapté pour des professionnels percevant des revenus quasiment identiques sur les 3 dernières années pour une éventuelle prise en charge qui correspond à votre contrat. Si mon revenu est significativement différent d'une année sur l'autre, je paie peut-être une cotisation mensuelle qui ne sera pas à la hauteur du montant de ce qui est écrit sur ce même contrat. Afin de limiter ce risque, il est fortement recommandé de voir régulièrement son conseiller, à minima une fois par an, pour adapter les conditions de son contrat. Dit autrement, je dois accepter d'y consacrer du temps. Donc quand on n'en a pas, ça devient compliqué. L'autre type de contrat est celui dit forfaitaire. C'est comme un forfait. Je paie mes cotisations, l'assureur m'indemnise sans justificatif et peu importe l'évolution de mes revenus d'activité, qu'ils aient augmenté ou diminué. De plus, mon assureur ne va pas déduire le montant de mes indemnités en fonction de ce que va me verser mon régime obligatoire, contrairement au contrat indemnitaire. Ce type de contrat est donc plus judicieux pour des revenus fluctuants d'une année sur l'autre, ou pour ceux qui ne s'intéressent pas à connaître les contraintes de son contrat. Ici, je serai donc indemnisé sur la base pour laquelle j'ai souscrit ni plus ni moins. Le deuxième point regroupe les exclusions et les limitations de mon contrat. Et autant vous dire qu'il y en a plusieurs. Par exemple, vous avez des contrats qui ne couvrent pas une reprise à temps partiel, ce que l'on appelle un mi-temps thérapeutique. Il faut d'ailleurs savoir que la grosse majorité de nos caisses d'affiliation, ou nos régimes obligatoires, n'indemnisent simplement pas si je travaille à temps partiel. Également, vous pouvez même être exclu ou limité pour la pratique de certains sports, etc. Chaque contrat a ses limites et ses contraintes, et il est utile de le calibrer en fonction de son profil et de ses besoins. Mais c'est une autre histoire. Ici, je vais plutôt me concentrer sur les causes d'arrêt de travail les plus courantes, à savoir, je m'arrête parce que j'ai des soucis liés au dos, ce que l'on appelle les affections disco-vertébrales, ou m'arrêter pour des soucis d'ordre psychologique, comme par exemple un burn-out, une dépression, etc. Il me semble fortement utile aujourd'hui d'avoir un contrat qui me couvre à minima ce type de pathologie, parce que ce sont les plus courantes une fois encore, et de préciser que ce n'est pas systématiquement dans les contrats les plus vendus. Et parfois, il est possible de trouver des garanties, mais avec des limites dans la prise en charge. À ce titre, combien d'entre nous iront voir les plafonds d'indemnisation? Car il ne s'agit pas de se dire « c'est bon, je suis couvert ». Le troisième point, concernant le montant de mes indemnités en cas d'invalidité. L'invalidité, c'est l'état de santé durable et définitif
et qui constitue un handicap permanent, qu'il soit important ou non. À savoir que cette indemnité me sera payée jusqu'au jour où je serai retraité. Mon invalidité est déterminée par un taux, que l'on appelle simplement un taux d'invalidité. Ce taux doit absolument être défini par un médecin conseil indépendant de mon assureur, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Il est d'ailleurs important que toutes les règles soient bien écrites dans vos conditions générales de vente, sans possibilité d'interprétation possible par mon assureur. Les écrits restent, encore une fois, et les paroles s'envolent. Le montant d'indemnisation ici se calcule en fonction de mon taux d'invalidité et en fonction des barèmes normalement écrits dans les conditions, une fois encore, générales de vente. Et question barème, quand on ne connaît pas, on peut facilement s'y perdre. Si on n'est pas un peu initié, je pourrais être extrêmement déçu, car encore une fois, je paie pour être indemnisé en cas de pépin. En même temps, je ne connais pas beaucoup de monde qui accepterait de jeter son argent par les fenêtres. En gros, vous avez ici 3 barèmes. Vous avez le barème fonctionnel, qui est déterminé par un pourcentage d'handicap en fonction des actes nécessaires à la vie courante. Un exemple pour comprendre, je perds une main. Cela va m'handicaper pour tenir des objets. Ici, on est donc sur un barème lié à la perte de la fonction de la main. Vous avez aussi le barème professionnel, qui lui est établi en fonction des conséquences impactant mon métier. Pour schématiser, et surtout pour garder la notion avec la main, un pianiste, il a besoin de ses mains pour travailler. Si je reprends mon exemple précédent, je ne pourrais simplement plus exercer mon métier. Et enfin, vous avez le barème croisé, qui est ni plus ni moins un mix des 2 précédents barèmes. Ainsi, selon son contrat, de mauvais choix peuvent être lourds de conséquences. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les schémas et faire de la pédagogie. Si vous avez encore 2 minutes, ce qui va suivre va en surprendre plus d'un. C'est clairement ce qu'il passe dès lors que quelqu'un a besoin de mon aide en matière de prévoyance. Pour rester simple et compréhensible à tous, un schéma vaut mieux qu'un long discours. Faisons donc un petit comparatif de ce que je toucherais si j'avais demain un taux d'invalidité de 20%, déterminé par un médecin conseil indépendant ou non. J'ai pris 5 contrats de différents assureurs. J'y intègre aussi l'idée contractuelle du seuil minimal de prise en charge de mon contrat d'assurance. Tous les contrats ont un taux minimal d'invalidité à avoir pour prétendre être indemnisé. En d'autres termes, en dessous de ce seuil, je n'aurai le droit à rien. Vous avez des seuils à 15%, à 16%, à 20%, à 23%, 26% et 33%. Ce sont des seuils d'invalidité dits partiels, car à 66% et au-delà, vous êtes ce qu'on considère en invalidité totale. Prenons l'hypothèse que j'ai un revenu de 70 000 € par an. L'assureur A, dans cet exemple, me versera annuellement 21 212 €, soit 1 768 € par an jusqu'à ma retraite. L'assureur B, avec un contrat différent, lui me versera, idem annuellement, 14 000 €. Mais là, c'est plus faible, c'est 1 166 € par mois. L'assureur C me versera que dalle. L'assureur D me versera 12 500 €, soit 1 041 € par mois. Bienvenue dans le monde fabuleux de l'assurance. Tous les travailleurs non salariés, quels qu'ils soient, doivent, et je ne le dirai jamais assez, doivent se protéger. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour vos enfants, votre conjoint, car on parle aussi de leur avenir. Quand on choisit de s'assurer, il y a des règles de bon sens à mettre en pratique. Le premier, c'est la neutralité de votre conseiller qui vous vend votre contrat. S'il représente exclusivement une enseigne, il y a de fortes chances qu'il soit partial, c'est évident. Vous conviendrez que son objectif est de vous vendre les produits qu'il a en sa possession. Il est payé pour placer les contrats de sa compagnie. Personnellement, je n'ai jamais vu un vendeur préconiser le contrat d'une enseigne concurrente parce que ce dernier sera plus en phase avec mon métier ou alors avec mon profil. Mais ce n'est que mon avis. La deuxième règle de bon sens, c'est le paramétrage de la solution au sens global du terme. Il ne sert à rien de demander des garanties si je suis couvert ailleurs. Il faut donc porter une attention particulière pour limiter de payer des doublons ou des garanties qui me serviraient de toute évidence à rien. Je prends souvent l'exemple de capitaux décès, où il faut notamment calculer les droits de succession pour définir le montant des capitaux à transmettre. Ça ne se fait pas au doigt mouillé. Donc cela requiert une analyse plus précise de ma situation patrimoniale pour bien paramétrer mon contrat. Avec la nouvelle réforme des professions libérales, puisqu'ils vont être essentiellement concernés à partir de cet été, beaucoup d'entre nous vont pouvoir bénéficier des baisses de cotisations. Car qui accepterait de payer des garanties devenues inutiles?
Alors il est vrai que cela peut être aussi une opportunité d'améliorer son contrat, mais cela doit se réfléchir judicieusement, du moins c'est mon avis. Le troisième point, ne jamais oublier que ce sont bien les conditions générales de votre contrat qui s'appliqueront en cas de sinistre. Donc lisez votre contrat. C'est important parce qu'en final on parle de votre avenir et il peut sacrément en dépendre. Vous êtes à présent avisé, prenez soin de vous et bonne journée. Besoin de conseils éclairés? Bienvenue sur le blog Le Cercle des Avisés. Merci d'avance de vos likes, commentaires et partages. À bientôt!